Bonjour tout le monde, chers professeurs, chers publics. Bienvenue dans votre laboratoire, l'ASPAD séminaire. Nous sommes ravis de poursuivre notre cycle de séminaires portant sur les relations russo-africaines. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Ce laboratoire impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le laboratoire accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les séminaires du LASPAD répondent à un double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Salivien, enseignant vacataire et doctorant en les sciences humaines et de l'éducation à l'Université numérique chez Hamidou Kane. Je prépare une thèse de doctorat portant sur mobilité internationale, conditions de vie et d'études de migrants étudiants africains à Moscou. Nous nous intéressons aujourd'hui aux relations russo-africaines dont le thème porte sur géopolitique de la Russie, trajectoire idéologique, politique et économique. Cette géopolitique est marquée par un mélange idéologique nationaliste, d'autoritarisme politique et de dépendance économique aux ressources naturelles. Pour ce faire, nous analyserons l'évolution des trajectoires de la géopolitique russe, indiquant une volonté d'affirmer son rôle en tant que puissance mondiale. Pour mieux expliciter cette trajectoire, nous accueillons aujourd'hui le professeur Abdourahmane Diallo, qui nous a fait l'honneur d'être notre intervenant dans ce panel. Bonjour, professeur. Bonjour, salut. Le professeur Diallo, il est maître de conférence titulaire et promu récemment chef du département langue et civilisation slave à la faculté des lettres sciences humaines de l'UCAD. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles. Prof Diallo nous fera aujourd'hui un séminaire sur géopolitique de la Russie, trajectoire idéologique, politique et économique. Après sa présentation de 40 minutes, nous lui poserons quelques questions et le débat sera ouvert au public. Professeur, vous avez la parole. Merci. Bonjour, Monsieur Saludien. Bonjour, professeur Mopendaba, directrice du laboratoire LASPAT. Bonjour à la référente Fatou Bintounian. Bonjour encore, salut le modérateur. Bonjour, chers participants et participantes à ce séminaire d'aujourd'hui dont le thème porte sur la géopolitique, trajectoire idéologique, politique et économique de la Russie. Je voudrais juste préciser à l'intention de nos participants et participantes que j'aurais dû être le premier intervenant de ce cycle de séminaire organisé par le laboratoire LASPAT. Mais malheureusement, par contrainte de temps, Salim m'a contacté à plusieurs reprises, mais je ne pouvais pas le faire depuis le mois de novembre 2024. Et donc, je m'en excuse énormément. Mais je salue au passage les interventions de nos anciens étudiants devenus aujourd'hui d'éminents docteurs, d'éminents jeunes spécialistes, en l'occurrence docteur Ibrahim Davo, docteur Omar Sow. C'était nos étudiants. Donc ils ont eu l'honneur d'avoir animé les premiers séminaires portant essentiellement sur la Russie féodale et la multipolarité de la fédération, la politique de la multipolarité de la fédération de Russie. Aujourd'hui, je vais m'inscrire en droite ligne de ce qu'ils ont fait, tout en essayant d'apporter une touche singulière relativement à ma compréhension de la géopolitique. Ceci dit, je voudrais tout simplement dire que de nos jours, parler de la géopolitique revient de parler un peu de beaucoup de matières à la fois, puisque comme le dit le spécialiste sénégalais de la matière dans son ouvrage Grammaire de la géopolitique, le professeur Latsuka Bembo, la géopolitique c'est un mot fourre-tout.
Ce qui fait que on y retrouve tour à tour l'histoire, la géographie, l'anthropologie, la science politique, les relations internationales. Elle n'est pas forcément les relations internationales, encore moins une de ces matières-là. Mais la géopolitique en tant qu'approche, en tant que méthode, fait recours à ces différentes disciplines pour exister. L'importance de la géopolitique au XXIe siècle est de telle sorte que on pourrait comparer cette matière à la place qu'occupe l'anglais dans ce qu'on appelle les relations internationales. Maintenant, ne pas faire de la géopolitique veut tout simplement dire passer à côté de la planche. Après cette brève explication, je voudrais un peu revenir sur l'histoire de la géopolitique de la Russie qui remonte pour l'essentiel au XVIIe siècle. Donc, parler de la géopolitique russe sans pour autant avoir un point de repère revient tout simplement à parler de tout et de rien. Donc, depuis le XVIIe siècle, la Russie entre en relation directe avec ce qu'on appelle les nations européennes, relativement à la crise qui a eu lieu au XVIIe siècle, surtout si on sait qu'au XVIIe siècle, ce siècle baptisé comme étant le siècle des troubles, a vu l'intervention de deux nations européennes, à savoir la Pologne actuelle et la Suède. La première intervention avait comme prétexte suite à la mort du tsar russe d'alors, Ivan Terrible. La première intervention avait comme prétexte d'aider les boyards russes à remplacer ce tsar par son fils Dimitri qui en réalité était déjà mort. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que la Suède va décider également d'intervenir. Ça coïncide aux années 1606-1607. Donc la Suède également va vouloir intervenir au motif d'aider la Russie de se libérer de la Pologne. Finalement, les Russes ont compris que c'était une intervention étrangère qui ne disait pas son nom. Ils ont décidé de s'organiser autour de ce qu'on appelle des milices populaires pour libérer leur pays des occupants étrangers qui étaient la Pologne d'une part et d'autre part la Suède. C'est très important de le retenir, en ce sens que ces pays se sont rapprochés beaucoup plus de ce qu'on appelle les puissances euro-atlantiques, contrairement à la Fédération de Russie, qui est souvent en conflit direct avec ces pays. Maintenant, après le XVIIe siècle, ce qui va se passer, c'est qu'on entre dans le XVIIIe siècle. Maintenant, au XVIIIe siècle, quand on parle de géopolitique, il est important de retenir ces trois éléments que sont les acteurs, les dates et les événements. Tout se passe entre ces trois éléments-là. Les dates, les acteurs et les événements. Il n'y a pas de géopolitique sans acteurs. Il n'y a pas de géopolitique sans date. Il n'y a pas également de géopolitique sans événements. Maintenant, que va faire Pierre le Grand au XVIIIe siècle? La Russie devait choisir entre l'Asie et l'Europe. Et c'était un dilemme cornélien. Que va faire Pierre le Grand? Il va choisir, comme le dira effectivement l'un des philosophes russes très connus, Piotr Tchadaïev. Il dit que quand Pierre le Grand arrive, il trouve en Russie une feuille vierge sur laquelle il écrit de sa forte main l'Europe et l'Occident. Ça veut dire quoi? Que Pierre le Grand a choisi la voie euro-atlantique, la voie européenne, la voie occidentale pour asseoir les bases du développement du futur État russe. Il va entreprendre des réformes à l'image de ce qu'on appelle l'Europe d'alors. Ce qui va se passer, dans un premier temps, il envoie des jeunes Russes aller étudier pour acquérir des connaissances utiles au nouvel empire russe que Pierre le Grand dirigeait. Mais la philosophie de Pierre le Grand, il est important dans le cadre de l'idéologie de l'État russe de comprendre quelle a été la philosophie de Pierre le Grand. Je le dis en russe et je vais vous le traduire en français. Il disait, je le cite, Nada uchitsa unih va pervich vaftarich ich daganit I vetretich ich piriganit. Dans un premier temps, il faut apprendre auprès d'eux. Il s'agit des Européens. Dans un deuxième temps, les rattraper. Et dans un troisième temps, les dépasser. Vous voyez l'esprit avec lequel Pierre le Grand avait entrepris ses relations avec l'Europe. Il n'avait pas entrepris ses relations en tant que dominateur et dominé. Il avait entrepris ses relations en tant qu'un apprenant ambitieux
tout en s'inscrivant dans la perspective de dépasser son maître ultérieurement. Ce qui va exactement se passer après le XVIIIe siècle, l'Europe, naturellement la Russie, en entrant dans le XIXe siècle, va vouloir s'émanciper. Après s'être formée auprès de ce qu'on appelle l'Europe, la Russie commence à s'affranchir de plus en plus de l'Europe, en élaborant ce qu'on appelle sa propre voie du développement, ce que les Américains appellent par the American Way of Life. Les Russes aussi, à partir du 19e siècle, vont vouloir s'affranchir de l'Europe. Mais il y a un événement singulier qu'il faut noter et retenir. Il s'agit de l'invasion des troupes napoléoniennes de la Russie de l'année 1812. En 1812, Napoléon, voulant dominer l'Europe, envahit avec comme prétexte, la Russie avec comme prétexte de la dominer. Mais ce qui va se passer, il va échouer un échec, ce qu'on appelle la déconfiture des troupes napoléoniennes en Russie. Ce prétexte va donner véritablement à la Russie un moyen privilégié pour s'affirmer davantage relativement à la politique française et par extension européenne. Ce qui va se passer au 19e siècle, c'est quoi? C'est que exactement la Russie va être marquée du point de vue idéologique par deux courants de pensée. D'une part, ce qu'on appelle les occidentalistes, en russe Zapadniki, et d'autre part les slavophiles, ce qu'on appelle les eurasiatistes d'aujourd'hui. Pourquoi les occidentalistes? Les occidentalistes, c'est ceux-là qui voulaient voir la Russie se développer à l'image de l'Occident. Et il y a deux concepts à retenir, puisque le philosophe russe Berdyaev, Nicolas Berdyaev, dit le 19e siècle russe est dominé par ce qu'on appelle les relations entre la Russie et l'Europe. Mais les relations entre la Russie et l'Europe au XXe siècle, les relations entre la Russie et le reste de l'Europe sont dominées au XXe siècle par ce qu'on appelle l'opposition Russie-Occident. Berdyaev met dans l'Europe l'Occident. Donc si le 19e siècle nous met devant l'opposition entre la Russie et l'Europe, le 20e siècle nous mettra devant l'opposition entre la Russie et l'Occident. Donc un bloc beaucoup plus vaste. Maintenant, ce qui va se passer, selon Nicolas Berdyaev, dans ce contexte, c'est que l'Europe ne comprend pas la Russie. Et l'Europe juge la Russie. Et à partir de ce moment, la Russie doit adopter une certaine philosophie de son propre État, mais surtout de sa propre politique étrangère. Donc, retenez ces deux concepts, les slavophiles et les occidentalistes au 19e siècle. Et voilà, au 20e siècle, on va entrer dans ce qu'on appelle une époque également particulière dans l'histoire de l'évolution de l'État russe. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 1917, surtout suite à la libération des serfs, le 19 février 1861, la Russie va entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle ère suite à la libération de ses serfs. Cette nouvelle ère n'est rien d'autre que la Russie du 19e siècle, qui était marquée essentiellement par la domination des nobles, va céder la place à ce qu'on appelle désormais à la bourgeoisie. La bourgeoisie entre en Russie. Maintenant, les paysans laissent la place à ce qu'on appelle la future classe des prolétariens. L'État russe adopte une nouvelle philosophie et c'est ce qu'on appelle les relations entre les prolétaires, voilà, ce qui dirige les usines, ce qui dirige les entreprises. Et c'est à partir de ce moment que les gens vont entendre souvent parler de ce qu'on appelle cette philosophie qui consistait à l'unité de tous les prolétaires de tous les pays afin de pouvoir repousser un nouveau courant de pensée qui allait naître, ce qu'on appelle ultérieurement le capitalisme, qui se verra opposé par le socialisme russe qui est né effectivement suite à l'effondrement de ce qu'on appelle l'Empire russe, puisque à partir de 1917 à 1922, la Russie va entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle phase de construction du nouvel État russe. À partir de 1922 va naître ce qu'on appelle l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques.
Mais qu'est-ce qui va se passer avec la naissance de l'Union des républiques socialistes soviétiques? Il faut dire avant l'année 1922, un grand théoricien anglais, Halford Mackinder, va écrire un article intitulé Le pivot géographique de l'histoire en 1904. Il est important de noter cette date, puisque en 2023, en Russie, l'ouvrage a été réédité par l'administration russe. Juste pour vous dire que même si dans la géopolitique classique, on parle, même si dans la géopolitique, on parle de géopolitique classique ou de géopolitique moderne, force est de constater que la géopolitique russe ne fait pas une différence entre cette géopolitique classique et la géopolitique actuelle. Puisque selon la conception de Vladimir Poutine, l'histoire, elle est globale, elle est totale, elle est transversale. Elle n'est pas une histoire singulière. Donc, pour mieux comprendre les attitudes d'aujourd'hui, il faut partir véritablement de ce qui s'est passé il y a de cela depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, ceci dit, Mackinder, dans cet article, utilise un concept que vous devez retenir. Il s'agit du concept heartland. Heartland, c'est un mot anglais composé de heart et de land. Heart renvoie au cœur, land renvoie à la terre. Maintenant, il considère dans son étude que le pays qui occupe cette position, c'est ce pays-là qui va dominer les relations internationales. 1904, c'est important de retenir cette année. Puisque à partir de l'année 1947, suite à la définition de la politique de l'endettement de Truman, 1947, donc vous voyez, on part de l'année 1904 jusqu'à l'année 1947 pour véritablement assister à ce qu'on appelle cette confrontation dorénavant directe entre la Russie et les États-Unis, 1904. Mais après 1904, on va voir qu'en dehors de la théorie de Mackinder, naturellement, un autre spécialiste américain, cette fois-ci, Mahan, va écrire pour dire que, attention, ce n'est pas la puissance qui occupe cette position centre, le heartland, qui va dominer les relations internationales, mais plutôt c'est la puissance qui va avoir le plus d'accès, qui va contrôler le plus les mers, qui va dominer les relations internationales. Et au 19e siècle, le pays qui dominait les relations internationales du point de vue de la mer, ce n'est ni plus ni moins que l'Empire britannique. Mais comme on le sait, on va assister au XXe siècle à un changement de position relativement à la domination de ce qu'on appelle l'espace terrestre et l'espace maritime. Deux concepts que vous devez également retenir dans le cadre de la géopolitique de la Russie. La confrontation entre la mer et la confrontation entre la mer et la terre. Mais attention, il y aura une thèse médiane, une thèse intermédiaire qui nous viendra cette fois-ci de qui? De Spigman, un Américain. Spigman nous apprend que ce ne sont ni les puissances continentales incarnées par l'URSS d'alors, la Fédération de Russie d'aujourd'hui, qui vont dominer les relations internationales, encore moins les puissances maritimes qui sont incarnées par l'Empire britannique et les États-Unis, aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique qui vont dominer les relations internationales, mais la puissance qui va réussir à contrôler ce qu'on appelle le Rimland, donc les zones bordières. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle des zones bordières, c'est tous ces pays-là qui se trouvent autour, par exemple, de la Russie, qui ont une frontière immédiate avec la Russie. Maintenant, parmi ces pays, nous pouvons prendre le cas de l'Ukraine. Si nous prenons le cas de l'Ukraine, nous verrons exactement, suite à l'endettement, la volonté de l'administration américaine, depuis ces théories considérées comme classiques et qui pourtant sont d'actualité, l'administration américaine cherche toujours à endiguer, à contenir l'avancée de ce qu'on appelle la Fédération de Russie. Ce qui me permet tout simplement de revenir maintenant sur la géopolitique proprement dite de l'administration russe actuelle. Retenez que quand on parle de la géopolitique de la Russie, il est impossible, je dis bien impossible, de comprendre la philosophie des autorités étatiques russes sans pour autant prendre en compte le fait
il y a dans la conception philosophique des Russes deux types d'étrangers. Et ces deux types d'étrangers se trouvent être complétés par un troisième type d'étranger, l'étranger intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'étranger proche, constitué essentiellement des anciennes républiques qui constituaient l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a vu le jour en 1922. À partir maintenant de l'effondrement de l'URSS en 1991, et je le dis, je le précise à l'intention de nos étudiants, que le communisme n'est pas disparu de la volonté des puissances euro-atlantiques. C'est disparu de la volonté des dirigeants bélarusses, ukrainiens et de la Russie d'alors, principalement de Boris Yeltsin. Ils ont décidé volontairement de mettre fin à l'Union des républiques socialistes soviétiques en créant en même temps ce qu'on appelle la CI, la communauté des États indépendants. Maintenant, les pays de la CI sont considérés dans la géopolitique russe comme étant le constituant fondamental de l'étranger proche. Donc, tous les pays qui ont une frontière immédiate et qui faisaient partie de l'ancienne URSS sont considérés comme faisant partie de l'étranger proche. Et le reste du monde, à savoir l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Asie lointaine, la Chine, le Japon, entre autres, font partie de ce qu'on appelle l'étranger lointain. Mais la géopolitique étant définie depuis Ivers Lacoste comme étant des problèmes de rivalité de pouvoir sur un territoire donné, vous verrez que la Fédération de Russie, qui est un vaste ensemble composé de plus de 17 millions de kilomètres carrés, et c'est étonnant en ce sens que la Russie, à ses débuts, au 9e et 10e siècle, ne faisait que 400 000 km² de superficie. La question que les uns et les autres devront se poser, c'est comment cela se fait que la Russie, qui à l'origine n'avait qu'une superficie de 400 000 km², puisse se retrouver au 21e siècle avec une superficie avoisinant les 18 millions de km², revenant ainsi comme voilà, le pays le plus grand du monde. D'autres parleront d'un pays continent. Mais moi, je parle au-delà d'un pays continent, c'est un pays planétaire. Pourquoi planétaire? Puisque de par sa superficie, vous voyez que la Russie, c'est plus ou moins la moitié de la superficie de l'Afrique. Et pourtant, les Africains ne sont pas conscients de l'importance de cette superficie dans le cadre de leurs relations avec les autres. J'y reviendrai peut-être avec les interventions des uns et des autres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la clarification de ces deux concepts qui gouvernent la géopolitique de la Russie du 21e siècle avec l'étranger proche et l'étranger lointain? On va assister exactement au 20e siècle à ce qu'on appelle, à partir de 1991, à l'affaiblissement de l'État russe. Puisque avec la chute de l'URSS, la Russie devient un pays vraiment qui a besoin du soutien des autres, de ses voisins, principalement de l'Union européenne, des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'un plan spécial va être élaboré et mis en œuvre en Russie, ce qu'on appelle le plan TASIS, Technical Assistance to the Commonwealth Independent State, TASIS. C'est un plan d'assistance technique qui vient de l'Union européenne et des États-Unis. Pour faire quoi? Accompagner la Russie pour sortir de ses difficultés financières, économiques et sociales. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Russie avait l'intention d'intégrer, selon l'expression de Gorbatchev, la maison commune européenne. Malheureusement, il n'en sera rien, puisque l'Union européenne va refuser d'accepter les différentes candidatures de la Russie depuis 1997. Mais tout compte fait, chers étudiants, chers participants, chères participantes, comprenez que les relations entre la Russie, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, du point de vue géopolitique, obéissent fondamentalement à une certaine philosophie. Et dans cette philosophie, tant que l'intellectuel
d'une manière générale, ne prendra pas en compte, du point de vue géopolitique, les représentations russes, les représentations européennes, les représentations américaines, les représentations africaines de la géopolitique de ce pays, nul n'arrivera point à comprendre pourquoi tel État ou tel autre agit relativement à tel ou tel autre conflit. Ça veut tout simplement dire qu'il faut partir des thèses avancées par les autorités qui dirigent les pays et leurs conseils pour mieux comprendre ce qu'on appelle la géopolitique de la Russie. Ce qui me fait dire que, attention, à partir de 1990, un grand spécialiste russe, très connu, Solzhenitsyn, va prévoir exactement ce qui est en train de se passer en Ukraine. Puisqu'en 1990, il avait pressenti que l'Ukraine va essayer de se séparer de la Russie dans le cadre de ce qu'on appelle sa volonté d'intégrer l'OTAN, mais surtout l'Union européenne. Mais Solzhenitsyn avait préconisé des solutions. Donc Solzhenitsyn, voilà ce qu'il disait. Si ce moment arrive, il faudra procéder à des référendums d'autodétermination. Si par exemple, actuellement, ce qui se passe dans la partie orientale de l'Ukraine, où nous avons dans le Donbass, la République de Donetsk et de Lugansk, mais aussi la nouvelle République de la Crimée, qui sont devenus des sujets de la Fédération de Russie à l'issue des référendums qui ont été organisés. Mais l'esprit, l'idéologie de ces référendums remonte aux travaux de Solzhenitsyn. Les gens n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Et je renvoie les uns et les autres à l'ouvrage de Solzhenitsyn, Comment réaménager notre Russie, ouvrage écrit en 1990. Mais paradoxalement, on va constater que des écrivains américains de la dimension de Francis Fukuyama, qui écrit dans un premier article en 1989, bien avant même l'année 1990, Francis Fukuyama disait dans son ouvrage La fin de l'histoire, en anglais The End of History, ça c'est le titre de l'article écrit par Francis Fukuyama en 1989. Mais à partir de 1992, Francis Fukuyama va sortir un livre qui s'inspire de cet article, The End of History and the Last Man, la fin de l'histoire. Et le dernier homme dans cet ouvrage, Francis Fukuyama, suite à l'effondrement de l'URSS, prétend que désormais, c'est ce qu'on appelle la puissance américaine qui doit véritablement planer sur les relations internationales. Dès lors, il va falloir imposer non seulement ce qu'on appelle le libéralisme, mais l'économie de marché. Et notez que l'économie russe, durant toute la période soviétique, c'était une économie administrée, une économie centralisée. Ce n'était pas une économie libérale, à l'image de ce qu'on appelle les économies européennes et les économies américaines et par extension les économies africaines qui, en grande partie, dépendent de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, incarnées essentiellement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, en 1992, quand Francis Fukuyama écrit son ouvrage The End of History and the Last Man, la fin de l'histoire et le dernier homme, il prétend que le monde allait être dominé naturellement par les États-Unis, qui auront par voie de conséquence la latitude d'imposer leur philosophie des relations internationales, mais surtout leurs valeurs. Il se trompait peut-être, mais à la lumière des événements qui se sont passés depuis, nous pouvons bel et bien dire que Francis Fukuyama s'est trompé, mais cette période caractérisée par la domination des États-Unis, allant de l'année 1991 à l'an 2001, avec les attaques du Wall Street Center, nous verrons que les États-Unis ont dominé effectivement les relations internationales. Ce qui a fait dire à un grand spécialiste des questions géopolitiques modernes, Hubert Védrine, qu'effectivement, ce n'était plus l'ère de la bipolarité, comme théorisé par certains, mais plutôt l'ère de ce qu'on appelle l'hyperpuissance. Il n'y a plus une opposition Fédération de Russie et les puissances euro-atlantiques, puisque de l'année 1947, depuis la théorie de l'endettement de Truman jusqu'à l'année 91,
on a assisté à ce qu'on appelle la guerre froide. Maintenant, cette guerre froide est devenue dans certains coins du monde ce qu'on appelle la guerre chaude. Aujourd'hui, ces trois concepts aussi, vous devez les retenir. On est passé de la guerre froide à la guerre chaude, de la guerre chaude à la guerre froide. Aujourd'hui, on parle de guerre hybride. Une guerre qui est menée par l'intermédiaire d'autres moyens de lutte. Par exemple, le cyberespace, j'y reviendrai, entre autres. Donc, Francis Fukuyama se trompait. Mais c'était la volonté des puissances américaines. Mais après Francis Fukuyama, en 1996, bon, un de ses compatriotes également va écrire dans ce qu'on appelle The Clash of Civilization. C'est Huntington. Donc Huntington, en théorisant le choc des civilisations, c'est très important de retenir ce que dit Huntington, mais à comparer ce que dit Huntington avec ce que dira le ministre des Affaires étrangères russe d'alors, Yevgeny Primakov, dans son ouvrage Mir bez Rassi, le monde sans la Russie. Les États-Unis prétendent avoir un monde sans la Russie en tant que puissance. Et Primakov considère que Francis Fukuyama, de même que Huntington et ses compatriotes, se trompent sur le sort de la Russie. La Russie restera une puissance, non pas une puissance de dimension régionale, mais une puissance à vocation internationale. Ce qui n'est pas véritablement bien reçu, encore moins bien vu par ce qu'on appelle les puissances euro-atlantiques, qui en quelque sorte, dans le cadre des relations internationales, ont considéré depuis le 19e siècle, suite à la débâcle de l'armée napoléonienne, considèrent la Russie comme étant une menace pour les puissances européennes. Mais lisez s'il vous plaît le dernier ouvrage écrit par Emmanuel Monod, publié récemment. Il revient clairement sur la distance qui sépare l'Ukraine, par exemple, de la Russie. L'Ukraine, Donetsk est séparé de la Russie d'une distance de 100 km. 100 km. Or, la capitale de la Russie, Moscou, se trouve à 1000 km de Donetsk. Comparé maintenant à la France qui se trouve à 3000 km, Berlin qui se trouve à 2000 km, la Grande-Bretagne qui se trouve à 3200 km, les États-Unis qui se trouvent à 8400 km. Donc, du point de vue de cette distance, quel est le pays qui est le plus exposé du point de vue sécuritaire? Est-ce la Russie ou l'Union européenne? Est-ce la Russie ou les États-Unis du point de vue de la distance? On voit que nettement du point de vue de la distance, toute considération étant égale par ailleurs, on voit que la Russie est plus exposée du point de vue sécuritaire. D'où cette position maintenant de l'administration russe, et cette position est théorisée par Karaganov à travers la nouvelle doctrine de la puissance de la politique étrangère russe, où il dit que, à défaut de faire fonctionner maintenant ce qu'on appelle le droit international, il n'y a que de nouvelles règles. Et Karaganov dit que l'État russe va imposer sa volonté de puissance pour préserver ses intérêts nationaux, que ce soit à l'intérieur de ses frontières comme à l'étranger. Et ceci repose essentiellement sur des leviers que je vais évoquer avec vous ultérieurement. Maintenant, l'on verra qu'effectivement, les États-Unis de 91, 92, 96, mais surtout en 1997, Brzezinski va sortir un ouvrage connu, célèbre, intitulé Le Grand Échiquier. Dans ce ouvrage que dit Brzezinski, il cite et il dit que pour réduire la Russie à une position de puissance régionale, il faut tout faire pour détacher l'Ukraine de sa sphère d'influence, donc de sa zone d'intérêt vitaux. 1997. Maintenant, cet ouvrage est traduit également en Russie par les auteurs russes, par les idéologues, les conseils de l'administration poutinienne qui comprennent que, attention, donc depuis l'année 1904, dans la volonté des Européens, dans la volonté des Américains, il s'agit de remettre en cause ce qu'on appelle la puissance de l'État russe même. En réalité, ce qui se passe à partir de 1997, suite à tout ce qui a été dit précédemment relativement aux relations entre la Russie, l'Europe, entre la Russie et les États-Unis,
va déterminer ultérieurement, précisément, à partir de 2008, les rapports tendus entre l'Union européenne et la Russie, entre l'Union européenne et les États-Unis, et entre l'Union européenne et le reste du monde. La Russie, donc, à partir de 2008, suite aux événements de la Géorgie, ces événements sont favorisés selon la philosophie des dirigeants de l'administration russe, principalement de Poutine, par ce qu'on appelle la philosophie du régime change. Le régime change, ça veut dire quoi? Le changement de régime. Et ce changement de régime ne peut se faire qu'en appuyant, qu'en accompagnant ce qu'on appelle les mouvements contestataires à l'intérieur des pays qui ont des frontières immédiates avec la Russie. C'était le cas de la Géorgie en 2008. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme on le sait, récemment, nous l'avons vu avec la République de Donetsk, la République de Lugansk, la nouvelle République de la Crimée, l'Abkhazie du Nord et l'Ossétie du Sud également vont procéder à ce qu'on appelle des référendums d'autodétermination, vont quitter ce qu'on appelle la Géorgie pour intégrer la nouvelle fédération de Russie. Si les puissances euro-atlantiques soutiennent tous ces pays-là sécessionnistes, tous ces pays qui séparatistes, même s'ils sont indépendants, leur volonté c'est de se retrouver dans l'escarcelle, le cercle de domination des puissances euro-atlantiques. Ce que la Russie voit d'un mauvais œil, surtout si on prend en compte l'aspect sécuritaire, pour ne pas véritablement évoquer les considérations économiques, financières, religieuses, entre autres. Mais bon, tout compte fait, à partir de 2001, le monde constate un rapprochement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. Vladimir Poutine, qui voulait véritablement faire de son pays un pays du XXIe siècle, puisque suite à l'effondrement de l'URSS, Vladimir Poutine l'a dit, je le rappelle, il revient aux autorités russes de faire de la Russie un pays du XXIe siècle. Et que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Deux conceptions. Catastrophe géopolitique du XXe siècle, effondrement de l'État russe, avec la volonté de Poutine de redresser la Russie pour en faire un pays du XXIe siècle. Donc un pays qui est économiquement fort, militairement fort, politiquement fort, idéologiquement fort. L'a-t-il réussi? Oui ou non? J'y reviendrai. Mais ce qui est sûr et certain, les spécialistes qualifieront l'arrivée au pouvoir de Poutine comme étant qualifieront l'arrivée au pouvoir de Poutine comme étant ce qu'on appelle une période où c'est un État faible qui voit à sa tête un homme fort. La Russie de 2000 était une Russie très faible, une Russie impuissante. D'ailleurs, Serge Sakharov l'écrit dans son ouvrage La puissance pauvre. Mais récemment, il a eu la réponse de son compatriote David Tertri qui parle du retour de la puissance russe. Donc de la puissance pauvre, on arrive à ce qu'on appelle la puissance, le retour de la puissance de la Russie. Ce qui va se passer exactement, c'est que Vladimir Poutine, avec cette philosophie de faire de la Russie un pays du XXIe siècle, va opérer des réformes fondamentales. Et ces réformes commencent avec la crise géorgienne. Avec la crise géorgienne, Poutine constate que l'administration russe était une administration, l'armée russe était une armée en déliquescence. Il fallait opérer des réformes. C'est pour cela, il faut noter ce chiffre, c'est très important. De 2011 jusqu'en 2020, 705 milliards de dollars sont programmés pour contribuer à la réforme de l'armée russe pour faire face à ce qu'on appelle aux nouveaux enjeux mondiaux relativement au terrorisme, mais aussi à ce qu'on appelle l'avènement de l'IA qui risquait de changer les relations internationales, mais surtout favoriser les puissances qui étaient la Chine et les États-Unis dans le cadre de leur course par rapport à l'hégémonie mondiale. Donc, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme international,
l'administration Bush se rapproche de l'administration poutinienne. Mais malheureusement, après 2001, ce qui va se passer en 2003, George Bush décide, en relation avec ses alliés britanniques, d'envahir l'Irak au motif qu'il y a des armes de destruction massive. Or, selon beaucoup d'études, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'en réalité, les États-Unis, qui avaient une capacité de consommation pétrolière de 22 à 28 millions de barils par jour, devaient faire face à ce qu'on appelle une rupture dans leur approvisionnement énergétique. Et quand il y a ces ruptures dans le cadre de l'approvisionnement énergétique, ça va naturellement créer une crise intérieure. Et cette crise allait concourir à ce qu'on appelle l'effondrement de l'économie américaine. Et la menace principale, c'était de voir la Chine occuper la nouvelle position d'hégémon des relations internationales. Donc c'est cette crainte qui a justifié l'invasion, selon maintenant Roderick Tremblay dans son ouvrage « Pourquoi Bush veut la guerre ». C'est Roderick Tremblay, un citoyen américano-canadien, qui écrit dans son ouvrage « Pourquoi Bush veut la guerre » exactement cette thèse que je viens d'avancer. Il est important de noter, puisque l'on constatera que partout où les puissances euro-atlantiques ont intervenu, entre 2000 et 2021, la Russie a été indifférente, même si elle n'a pas su digérer ce qui s'est passé en 2003 en Irak, puisque la Russie, il faut le rappeler, tout comme la France, n'ont pas participé à l'invasion irakienne. Mais pourquoi aujourd'hui la France, qui avait la même position que la Russie, maintenant opère une nouvelle position qui est aux antipodes des intérêts de la Russie? Ça veut tout simplement dire, et il faut le retenir également en tant qu'étudiant s'intéressant à la géopolitique, puisque la géopolitique, c'est une question de représentation. Hein. Ce ne sont pas des théories fixes, ce sont des théories dynamiques qui tiennent compte des représentations des uns et des autres. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne parle pas d'une géopolitique, on parle des géopolitiques. Le jeune africain, particulièrement le jeune sénégalais, il doit avoir sa propre conception de la géopolitique. D'ailleurs, les critiques de la géopolitique ne s'y trompent pas. En classifiant les trois écoles de la géopolitique pratique, la géopolitique formelle et la géopolitique populaire. La géopolitique populaire qui donne la voix à qui? À chaque citoyen du monde. La géopolitique populaire qui donne la voix la parole à qui du moins? Qui donne la parole aux non-spécialistes. Ça veut dire que ces non-spécialistes peuvent également avoir la représentation de la marche du monde dans lequel ils vivent. C'est la géopolitique populaire. Maintenant, il y a la géopolitique formelle. Cette géopolitique formelle, c'est celle-là qui est enseignée au niveau des universités, au niveau des think tanks, des structures où l'on doit véritablement réfléchir sur l'avenir des nations, mais surtout sur l'avenir du monde. Il y a la géopolitique pratique qui est appliquée par ce qu'on appelle les décideurs. Par exemple, Poutine, il fait de la géopolitique pratique. Les militaires, ils font de la géopolitique, les généraux, ils font de la géopolitique pratique. Donc, ces trois écoles existantes ne doivent pas non plus vous cloisonner. Il faut faire une synthèse. Tout ce qu'il y a de bon dans chacune de ces écoles, vous le prenez pour soi et essayez d'avoir une nouvelle interprétation de ce qu'on appelle la géopolitique de nos jours. Refusez, je vous le conseille, je vous le suggère, d'être cantonné à une certaine définition, nous venant peut-être d'Yves Lacoste, nous venant de Pascal Boniface, d'Hubert Védrine, d'Henri Kissinger, de Brzezinski, entre autres. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'inspirer de leur théorie pour connaître d'où est parti le conflit actuel ou d'où sont partis les conflits actuels que nous vivons. Qu'est-ce qui a été au soubassement de ces conflits? C'est très important de connaître cela, puisque chaque dirigeant est entouré de conseillers. Et d'ailleurs, Napoléon Bonaparte ne s'y trompait pas en disant que l'art de bien diriger, c'est d'être bien entouré. Mais quand on est très mal entouré également, on dirige mal. Tout compte fait, dans le cadre des relations entre la Russie, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, il est important de comprendre qu'il y a, c'est vrai que Huntington a parlé de clash of civilization. Moi, je parlerai uniquement de clash of religion.
Pourquoi clash of religion? Choc de religion entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. L'Union européenne n'a pas la même croyance du point de vue de l'Église que la Russie. La Russie est dans ce qu'on appelle l'Église orthodoxe. Or, dans l'Union européenne, c'est l'Église catholique qui domine. Aux États-Unis, on parle de l'Église protestante. Donc, du point de vue idéologique, il faut tenir compte également du rôle fondamental que joue la religion. En ce sens, Sergueï Medvedev, dans son dernier ouvrage écrit, où il théorise ce qu'on appelle les guerres de Poutine, il revient sur les 4 formes de guerre que mène Poutine. La première guerre, c'est ce qu'on appelle la guerre territoriale. Actuellement, la Géorgie, qui a vu l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie être détachées de son territoire par l'intermédiaire de référendums, l'Ukraine qui a vu ses territoires comme la Crimée, le Donetsk et le Lugansk être détachés de ces territoires, rentre dans ce qu'on appelle les guerres territoriales que mène Poutine. De l'autre côté, on va parler de tentative de reconstitution de l'Empire. Il n'en est absolument rien. Dans l'esprit des autorités russes, il s'agit tout simplement de sécuriser les frontières russes, de tenir les puissances euro-atlantiques loin de ces frontières. Ça, c'est la première forme de guerre que mène Poutine selon Sergueï Medvedev. Deuxième forme de guerre qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la guerre mémorielle. Il faut déconstruire ce qui est dit en Europe, ce qui est dit aux États-Unis sur la Russie. Essayer de proposer une nouvelle histoire de la Russie, une histoire qui s'inspire des réalités profondes de la Russie et non pas du regard euro-atlantique. Puisque les Européens, ce sont ces mêmes choses qui se sont passées entre l'Afrique et l'Europe au 19e siècle, au 20e siècle. C'est pour cela que les historiens sénégalais, à un certain moment, ont été sollicités pour réécrire certaines pages de notre histoire relativement à nos réalités historiques, mais surtout relativement à la vérité historique. Maintenant, dans le cadre de cette guerre mémorielle, Poutine veut réhabiliter la grandeur perdue de la Russie, mais veut réhabiliter des dirigeants de la trempe de Staline qui sont véritablement considérés comme étant des sanguinaires, des criminels par les puissances euro-atlantiques. Tout compte fait, il est important à côté de ces deux guerres, naturellement il y a la guerre symbolique, au-delà de la guerre symbolique aussi, j'ai parlé de la guerre territoriale, j'ai parlé de la guerre mémorielle, il y a la guerre symbolique entre autres. Donc, retenez ces formes de guerre que Vladimir Poutine est en train de mener relativement aux puissances euro-atlantiques. Autre chose, c'est quoi? C'est que la Russie veut, dans le cadre de sa politique étrangère, parle du monde russe. Ruski Mir. Le monde russe veut dire quoi? Le monde russe renvoie essentiellement au peuple russe. Maintenant, le peuple russe, au lendemain de l'effondrement de l'URSS, selon beaucoup d'écrits, il y a pas moins de 25 millions de Russes qui se sont retrouvés à l'étranger, principalement dans ce qu'on appelle les pays de l'ancienne Union soviétique, que ce soit les 3 pays républiques baltes, donc l'Estonie, Lettonie, la Lituanie, mais également les pays de l'Asie centrale, tels que l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan. Quand vous entendez Ouzbékistan, prenez le premier mot, ça veut dire que c'est un pays qui est habité majoritairement d'Ouzbeks. Vous prenez Kyrgyzstan, c'est un pays habité majoritairement de Kirghizes. Si vous prenez le Tadjikistan, c'est un pays qui est habité majoritairement de Tadjiks, puisque bon, les Africains ont parfois du mal à retenir ces mots, puisque tout simplement la prononciation est compliquée. Il faut partir de la base constitutive de ces mots-là pour retenir aisément ces mots et comprendre que ces pays sont dominés essentiellement par ces ethnies. Donc, et ces pays se retrouvent dans ce qu'on appelle l'Asie centrale. Vous avez le Turkménistan qui est composé essentiellement de Turkmènes, entre autres. Donc, ce qui va se passer au XXIe siècle, c'est que Vladimir Poutine, à travers le concept de nouvelle politique étrangère mise en œuvre par Karaganov, va vouloir faire revenir la Russie comme une puissance de dimension mondiale qui a sa voix
par rapport aux problèmes mondiaux et qui doit véritablement être prêt auprès de ses compatriotes dans ce qu'il appelle le Rousski Mir. Le Rousski Mir, ce n'est pas uniquement à la frontière russe. On parle du monde russe en tenant compte de la présence des Russes sur d'autres territoires. Je l'ai dit principalement dans les anciennes républiques de l'Union soviétique, mais également, vous allez en Israël, vous allez en Syrie, vous allez y retrouver des Russes. Et au nom de la défense des intérêts du monde russe, la Russie n'exclut pas d'utiliser la méthode forte, donc d'aller en guerre contre ceux-là qui veulent persécuter ou bien remettre en cause les intérêts de la Russie relativement à ce concept, à cette philosophie de ce qu'on appelle le Rousski Mir. Mais autre chose que vous devez retenir, dans le cadre des relations entre la Russie, et c'est une chose fondamentale, Emmanuel Todt du moins revient sur ça. Emmanuel Todt considère que le bloc euro-atlantique est à un degré zéro de la religion. Parce que tout simplement, je suis désolé de le dire, mais je suis obligé de citer ce passage, puisque pour lui, les puissances euro-atlantiques sont au niveau zéro de la morale, au niveau zéro de la religion, en ce sens qu'ils adoptent des choses qui s'inscrivent en porte-à-faux de ce qui est prescrit par la religion. Par exemple, le mariage homosexuel, reconnu par leur constitution, avalisée. Or, en Russie, pour Vladimir Poutine et son administration, il faut partir de ce qu'on appelle les bases traditionnelles de la société. Une société dans laquelle l'homme vit, la cellule de base n'est rien d'autre qu'une famille, d'une société dans laquelle la famille est constituée d'un homme et d'une femme en vue de procréer, en vue d'assurer la perpétuation de l'espèce humaine. Ce concept également oppose le monde, dans ce qu'on appelle le monde russe, la conception russe, oppose la Russie aux puissances euro-atlantiques. Et ça, je pense que d'aucuns pourront le comprendre, en ce sens que c'est un Européen qui se permet lui-même de remettre en cause l'effilochement de la croyance religieuse sur son continent, mais également dans son propre État. Donc, tout compte fait, il y a beaucoup de choses à dire dans le cadre de la géopolitique russe. D'abord, d'aucuns me diront pourquoi tu n'as pas parlé de l'Afrique. L'Afrique occupe une position centrale dans ces relations. Je termine par ça en attendant de laisser la parole aux participants et participantes. L'Afrique occupe une position centrale dans la géopolitique russe. Et cela remonte à l'article publié par Mackinder en 1904. Puisque dans la classification de Mackinder en 1904, l'Afrique fait partie du Heartland. Et bien avant Mackinder, c'est un Français, Ernest Renan, qui avait réparti le monde en deux blocs. Ce qu'on appelle le monde occidental et le monde oriental. Tous les pays qui faisaient partie de l'Europe et des États-Unis faisaient partie du bloc occidental, considérés comme étant les pays les plus développés du point de vue civilisationnel, les plus riches du point de vue économique, et que tous les autres pays, tels que l'Afrique, l'Asie, faisaient partie de ce qu'on appelle le bloc oriental. Mais on le verra, les économistes vont nous parler des relations nord-sud, ils vont nous parler des relations sud-sud. Actuellement, c'est de nouveaux concepts qui reviennent, ce qu'on appelle le nord global et le sud global. Le sud global étant constitué essentiellement des pays asiatiques et de l'Afrique. Donc des pays qui sont supposés industriellement, économiquement, financièrement en retard par rapport aux pays du bloc euro-atlantique. Or, aujourd'hui, du point de vue démographique, ce sud global est plus important que le bloc euro-atlantique. Puisque dans ce sud global, on retrouve l'Inde, on retrouve la Chine, on retrouve l'Afrique, on retrouve la Chine, on retrouve la Corée du Nord, la Corée du Sud, Taïwan, le Pakistan, entre autres. Ce qui veut tout simplement dire qu'attention, dans le cadre des interprétations géopolitiques, il faut tenir compte de ces trois aspects pour ne pas se tromper, puisque beaucoup de choses se disent à la télé, beaucoup de choses s'écrivent, mais en réalité des choses orientées
Et nous autres, en tant qu'Africains, nous devons tenir compte de ces trois aspects-là. D'abord, quand vous interprétez un fait géopolitique, ce fait-là ne doit pas tenir exclusivement compte d'un facteur. Il doit tenir d'un tout englobant, ce qu'on appelle une analyse multifactorielle. Vous invoquez l'aspect religieux, l'aspect économique, l'aspect idéologique, entre autres. C'est important. Donc, il y a le fait multifactoriel. L'autre chose, c'est quoi? Comprendre qu'en géopolitique, il y a ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Vous ne pouvez pas vous limiter aux relations internationales pour prétendre faire de la géopolitique. Loin de là, je suis désolé. Ou bien vous limitez à la science politique pour prétendre faire de la géopolitique. Non. Se limiter à l'histoire pour faire de la géopolitique. Non. La géopolitique fait recours à ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, voire la transversalité. D'ailleurs, le chercheur sénégalais, le professeur Latse Kabembo, ne s'y trompe pas en qualifiant la géopolitique comme étant une discipline globale. J'y ajoute une discipline transversale. Donc, le chercheur africain également doit comprendre, après l'analyse multifactorielle, vous avez l'analyse, comment dirais-je là, l'analyse multifactorielle, l'analyse pluridisciplinaire, mais surtout ce qu'on appelle l'analyse multiscalaire. Multiscalaire veut dire quoi? Les géographes le comprendront. Quand vous faites une analyse multiscalaire, ça veut dire tout simplement dire que vous devez tenir compte du niveau d'analyse. L'événement que vous analysez se passe dans une commune, dans un département, dans une région, dans un pays, dans une sous-région, sur un continent. C'est une problématique qui concerne des blocs ou bien deux États ou bien des acteurs privés. Par exemple, les organisations non gouvernementales. Ce qu'on appelle l'analyse multiscalaire. Donc, l'échelle d'analyse est importante dans le cadre de ce qu'on appelle la géopolitique. Mais surtout, tenir compte des représentations. Malheureusement, depuis l'année 1839, avec la publication de l'ouvrage du marquis de Custine, dans la conception européenne, la Russie est considérée comme un pays barbare et considérée comme un pays en retard relativement à l'Europe. De la même manière que l'Afrique a été considérée comme étant un continent sans civilisation, a été considéré comme étant un continent en reste relativement au reste du monde. Il a fallu attendre beaucoup de travaux, notamment les travaux de Cheikh Anta Diop sur l'Afrique, nation nègre et culture, où Cheikh Anta revalorise ce qu'on appelle le continent africain, l'origine même de l'espèce humaine. Et il le dit, et je vous le suggère tout en vous le rappelant, qu'il n'y a pas de connaissances meilleures que les connaissances directes. Allez à la source, recueillez les informations qu'il faut, procéder à une confrontation en tenant compte du regard russe, du regard européen, du regard américain, du regard chinois. C'est vrai que ces derniers temps, on parle de plus en plus d'influence en invoquant les médias, en disant que les médias russes tels que RT, Russia Today font dans la désinformation. Je suis désolé. Tous les médias du monde, en temps de guerre, sont généralement dans ce qu'on appelle, en tout cas, pour être plus prudent, beaucoup de médias sont en temps de guerre, ne disent pas exactement ce qui se passe sur la chaîne de guerre. Je prends un exemple. La radio Free Africa, en Hongrie, pendant la guerre froide, était une radio qui était financée par qui? Par l'administration américaine. La radio Free Africa, pendant la guerre froide. La crise en Hongrie, ceux qui s'intéressent aux questions internationales, peut-être les Dabo et les autres, vont peut-être pouvoir revenir sur ça. Mais ce qui est sûr et certain, cette radio a été financée par l'administration américaine d'alors, la radio Free Africa. Maintenant, en Afrique, bien avant l'arrivée de RT et de Sputnik, il y avait quelle radio? Il y avait TV5 Monde, il y avait France 24, il y avait BBC. L'espace médiatique était occupé par ces radios et ces télévisions à côté de nos radios nationales et de nos télévisions nationales. Il n'y avait pas encore la présence médiatique russe. On parle d'influence. Qui a été le premier à influencer s'il s'agissait véritablement d'influence, de manipulation médiatique? Je ne sais pas. Mais réfléchissez par rapport à la présence médiatique et vous dire que la Russie, du point de vue médiatique, quand il s'agit de citer RT,
Et Sputnik, c'est une présence récente. Et ce n'est qu'au XXIe siècle, pas au XXe siècle. Autre chose, c'est quoi les relations entre la Russie et l'Afrique? Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir participé au nom de l'État du Sénégal en 2010 à la première rencontre internationale interparlementaire entre la Russie et l'Afrique, où il s'agissait de parler des relations entre la Russie et l'Afrique à l'horizon 2015. Mais il a fallu, après cette rencontre internationale qui réunissait les parlementaires russes et les parlementaires africains, il a fallu attendre l'année 2019 pour assister au premier sommet réunissant les autorités politiques russes et les autorités politiques africaines pour parler de coopération, de collaboration, mais surtout de signer beaucoup d'accords. Je le dis au passage que beaucoup d'accords ont été signés, notamment avec notre pays, le Sénégal. Par exemple, des accords militaires ont été signés en 2007 entre l'État du Sénégal et la Russie, mais il a fallu attendre l'année 2008 pour procéder à ce qu'on appelle la ratification de ces accords par l'Assemblée nationale du Sénégal. Autre chose, c'est quoi? Il y a la coopération dans le cadre éducatif. Selon le chercheur russe Chaklin, ce n'est pas moins de 120 000 Africains qui parlent le russe, sans pour autant compter les Africains qui ont fait la Russie et qui ne parlent pas le russe, qui parlent, pas qui ont fait la Russie. Et au Sénégal, de plus en plus, au Mali, de plus en plus, au Maroc, de plus en plus, la relation culturelle, ce qu'on appelle le soft power, est en train vraiment de prendre de nouvelles ampleurs. Mais, tout compte fait, le chercheur africain, dans le cadre de la nouvelle géopolitique opposant les puissances euro-atlantiques et la Russie et la Chine, les jeunes chercheurs africains doivent tenir compte du regard africain, avoir un regard africain, mais nos dirigeants doivent surtout comprendre que l'Afrique, dans la nouvelle constitution, dans la nouvelle redistribution des cartes mondiales, l'Afrique ne doit pas être en reste. Et sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci. Il y a beaucoup de choses à dire et que ce séminaire ne nous permet pas véritablement de revenir sur toutes les questions géopolitiques, que ce soit la question idéologique, la question économique, la question politique. Mais je pense que d'une manière ramassée, j'ai pu d'une manière ou d'une autre vous faire ce qu'on appelle un tableau holistique de ce que sont les relations entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et le reste du monde. Sur ce, je vous redonne la parole et reste à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation sur le sujet. En tout cas, on voit ici un sujet maîtrisé vraiment qui est riche en enseignement, cette présentation d'aujourd'hui. Vraiment, on vous remercie davantage. Au nom de la SPAD aussi, on vous remercie. Bon, je pense qu'on peut aller directement sur les questions et ça fait l'occasion qu'il y avait des questions sur le chat. En même temps aussi, le débat sera ouvert où tout un chacun pourra poser une question. Et je suggère aussi que les questions soient à peu près chaque personne puisse poser une seule question, maximum deux, pour qu'on essaye de jouer avec le temps. Bon, pour la première question qui était sur le chat, c'était la question de Abdelaziz Modani. Sa question est: l'inquiétude de la Russie est-elle réellement fondée lorsqu'elle va jusqu'à refuser l'entrée de l'Ukraine, non seulement dans l'UE, mais aussi à l'OTAN? Bon, la première question que j'avais, c'était par exemple, lors de votre intervention, vous avez parlé les étrangers proches, à savoir les pays comme l'Ukraine, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a les étrangers lointains, à savoir l'Afrique, l'Union européenne et les États-Unis. Bon, par les étrangers proches de la Russie, comme l'Ukraine, qui voient que l'Ukraine, c'est un étranger proche. L'Ukraine aussi faisait partie de l'URSS. Pourquoi cette attaque, en fait, de l'Ukraine? Comme c'est un étranger proche, en fait, et on sait qu'il y a une représentation des Russes à l'Ukraine. La troisième, c'était quoi? Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des Russes qui mirent. Ça veut dire que les Russes qui sont dans les autres pays, ou même s'il y a quelque chose qui se passe, la Russie est prête à intervenir.
Et je pense qu'il y a une représentation des Russes aux États-Unis. Supposons qu'il se passe quelque chose, est-ce que la Russie a les moyens d'intervenir? D'accord, merci, prof. Merci. Merci, Salou, de l'intérêt, mais je commencerai par la question d'Abdul Aziz Modani, notre compatriote africain du Tchad, posant la question suivante. Est-ce que les inquiétudes de la Russie relativement à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN sont fondées? Mais bon, Modani, comme je l'ai dit, c'est une question de représentation. On est en géopolitique. On est en géopolitique. La première chose, c'est quoi? C'est que est-ce que les autorités russes, dans leur chiché, pensent que le départ de l'Ukraine peut leur être défavorable ou favorable? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque État poursuit ce qu'on appelle la logique de préservation et de défense des intérêts nationaux. Chaque État. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Au nom de ces intérêts, les Américains se battent contre le terrorisme. Au nom de ces intérêts, les Africains se battent pour leur souveraineté. Au nom de ces intérêts, l'Union européenne se bat pour son renforcement. Ce n'est ni plus ni moins que cela dans le cadre de la représentation des autorités russes. Eux aussi, pour leur part, il s'agit de se battre pour la préservation de leurs intérêts. Et on ne peut pas parler de leurs intérêts tant qu'on ne tient pas compte de l'aspect sécuritaire. Une Ukraine indépendante, une Ukraine dans l'Union européenne, ça veut dire qu'une Union européenne appartenant au bloc euro-atlantique qui était toujours réfractaire à l'entrée de la Russie, qui sera à ses frontières. À partir de ce moment, avec tout ce que cela constitue comme armement venant des puissances euro-atlantiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine a une frontière avec la Pologne, l'Ukraine a une frontière avec la Biélorussie, et la Pologne, si la Pologne doit être le prolongement de l'Union européenne vers l'Ukraine, ça veut tout simplement dire qu'à partir de l'Ukraine, la Russie peut être déstabilisée, peut être attaquée par l'OTAN. D'autant plus que en 1990, les autorités américaines comme européennes avaient proposé à Gorbatchev que l'OTAN n'allait jamais s'étendre jusqu'aux frontières russes. L'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est. Ça, c'était un compromis qu'ils avaient. Et c'est James Bacon, en 1990, malheureusement, selon les écrits disponibles, il n'y a pas d'écrit. Mais ce sont des propos qui sont confirmés. Et d'ailleurs, ce qui a expliqué l'acceptation de mettre fin à l'URSS. La Russie devait véritablement accepter de rejoindre ce qu'on appelle l'économie libérale. La Russie devait accepter de rejoindre le système euro-atlantique. Mais malheureusement, dans ce contexte, l'Ukraine ne devait pas être un pays appartenant à l'Union européenne, mais l'Ukraine devait être un pays neutre. Ni dans la Fédération de Russie, ni dans l'Union européenne. Malheureusement, ce qui a été constaté aux yeux des Russes, pas à mes yeux, aux yeux des Russes, pour les autorités russes, c'est que la partie euro-atlantique n'a pas respecté ses engagements relativement à l'expansion de l'OTAN. Et par voie de conséquence, et je renvoie notre compatriote Abdul Aziz Modani à ce que dit Jacques Bolt. Jacques Bolt a dit, depuis la crise irakienne, depuis la crise du Kosovo en 1999, la crise irakienne en 2003, les règles internationales, le droit international n'est plus respecté. C'est le rapport de force qui s'est imposé. Les Russes également ont constaté que les États-Unis, à chaque fois qu'ils avaient la possibilité d'imposer la force, ils contournaient ce qu'on appelle le droit international pour envahir les pays concernés, au motif qu'ils veulent les soutenir. Et aujourd'hui, la Russie, se sentant suffisamment forte, décide également de faire prévaloir l'existence de ces nouvelles règles qui n'obéissent pas au respect du droit international, mais plutôt au rapport de force. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre véritablement la position de la Russie, mais respecter et accepter la position de l'Ukraine. C'est un État indépendant, souverain,
qui a le choix de décider. Mais les rapports entre les nations, comme je l'ai dit, ce sont des rapports souvent dominés par la recherche d'intérêts nationaux, ni plus ni moins. Maintenant, par rapport au Rouski Mir, bon, je pense que la question, c'est Saludien qui pose la question. C'est un conflit entre le droit international, la règle de droit. C'est un conflit entre les nouvelles règles et le droit international. Si je comprends bien, c'est comme ça que tu as posé la question, Salou. Ou bien, Salou, s'il te plaît, tu peux reprendre la question. C'est comme ça que tu l'as posée. La confrontation entre le droit et la règle. Oui, la question c'est quoi? Par exemple, Rouski Mir, oui. Par exemple, c'est les risques. Rouski Mir, c'est le monde russe en français. Oui, le monde russe, ça peut être les risques qui sont dans les autres pays. Mais ok, vous avez donné l'exemple des États-Unis d'Amérique. Exactement, c'est ça. Les Russes, dans la doctrine Karaganov, c'est partout où ils jugent utile et qu'ils ont les possibilités de faire préserver leurs intérêts, ils le feront partout dans le monde. Ça, vous allez retrouver ça dans la doctrine. Maintenant, opposer directement les États-Unis à la Russie revient tout simplement à la crainte des spécialistes. C'est de voir le monde vraiment disparaître, puisque ces deux puissances nucléaires qui, certes, depuis... Ces deux, et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, mais il faut retenir que depuis l'histoire, la Russie n'a jamais été en conflit direct avec les États-Unis. Les États-Unis, vice-versa. L'Union européenne, le premier pays qui avait tenté de dominer la Russie, c'est la France. Et tout le monde sait que la France avait perdu cette guerre, c'était sous l'ère napoléonienne. La deuxième guerre ayant opposé directement la Russie à la Grande-Bretagne, à la France, c'est la crise, la guerre de Crimée de 1853 à 1856, où la France et la Grande-Bretagne avaient soutenu la Turquie, puisque la Russie, dans sa volonté, voulait avoir un accès à ce qu'on appelle la mer Méditerranée, à partir de la mer Méditerranée, avoir un accès sur l'océan mondial. Et ça n'arrangeait pas la France, encore moins la Grande-Bretagne. C'est pour cela, c'est un cours sur lequel je reviens souvent dans le cadre des... c'est un sujet sur lequel je reviens souvent dans le cadre des cours que j'ai fait au niveau du département d'histoire. Et là, il faut impérativement faire venir ce qu'on appelle la Convention de Montreux, qui, à l'issue de cette guerre qui a été perdue par la Russie, c'est actuellement la Turquie, avec le soutien de la France et de la Grande-Bretagne, qui contrôle ce qu'on appelle l'accès sur les deux détroits que sont le Bosphore et les Dardanelles. Donc, pour terminer, je veux tout simplement dire qu'un conflit direct entre les États-Unis ou bien l'Union européenne par rapport à la défense des intérêts de la Russie n'est pas à l'ordre du jour et je ne pense pas que cela puisse être. Mais dans l'étranger proche, rassurez-vous que la Russie usera de tous ses moyens possibles, puisque la Russie considère que son étranger proche fait partie de ses intérêts vitaux. Et un État a des intérêts stratégiques et des intérêts vitaux. Et l'Amérique, l'Union européenne, la Russie, la Chine sont en Afrique pour leurs intérêts stratégiques. Ils n'y sont pas pour les intérêts vitaux. Mais l'Union européenne également se bat au niveau de ses frontières pour ses intérêts vitaux. De la même manière que les États-Unis se battent au niveau de Cuba pour leurs intérêts vitaux. Donc, sur ce, voilà ce que je pouvais apporter par rapport à cette question. Satisfait ou non, je ne sais pas, mais j'aurais essayé. Merci, professeur. Je rappelle que le débat est ouvert. D'ailleurs, il y a une autre question qui a été posée sur le chat, venant de Samsung SM A217F. Bon, c'est Samsung, il n'a pas mis son nom en fait. Samsung. Je pense que c'est la marque de son portable. Ok. Ouais. Bon, après avoir félicité le prof, sa question est la suivante. En quoi l'échec des accords de Minsk est-il responsable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie? En quoi l'échec des accords de Minsk est-il responsable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Bon, je réponds en attendant l'arrivée d'autres intervenants. Concernant Samsung, puisqu'on ne connaît pas son nom, voilà, en quoi l'échec des accords de Minsk sont responsables? Bon, écoutez, moi je dis que il ne faudrait pas s'arrêter sur les questions présentes pour comprendre la tension ou les tensions qui existent entre l'Union européenne et la Russie, entre la Russie et les États-Unis.
C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Je pense avoir évoqué l'article de Mackinder depuis 1904, mais également d'avoir évoqué l'ouvrage de Francis Fukuyama, de Huntington. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage de Huntington, il faut le rappeler, l'Ukraine est considérée comme étant un pays tampon. Un pays tampon par rapport à ces civilisations. Or, la Russie ne se considère pas comme étant un pays exclusivement asiatique. Mais la Russie se considère tour à tour comme faisant partie et de l'Asie et de l'Occident. Cela veut dire quoi? Dans cette conception de son appartenance et de l'Asie et de l'Occident, parler des accords de Minsk en violant les intérêts vitaux de la Russie revient tout simplement à affaiblir la Russie selon les théories qui ont été avancées depuis 1904, mais surtout par Brzezinski. Et retenir que, attention, ce n'est pas forcément l'échec des accords de Minsk qui est à l'origine de l'invasion de l'Ukraine. Rappelons que avant 2014, les Russes qui vivaient dans la partie orientale de l'Ukraine, qui n'acceptaient pas l'ukrainisation, puisque les autorités actuelles voulaient procéder à ce qu'on appelle l'ukrainisation de cette partie-là. Or, cette partie de l'Ukraine est habitée majoritairement par des Russes. Eux, ils ne voulaient pas céder et le russe était pratiquement interdit dans certaines écoles. Vous voyez, donc le conflit a d'autres soubassements outre que les accords de Minsk. Les accords de Minsk étaient là juste pour régler le problème de manière pacifique. Je l'ai dit, à un certain moment, les Russes ont constaté que voilà, ces accords-là risquaient de découler sur un échec, mais surtout sur une certaine perte de souveraineté par ricochet relativement à l'Ukraine. Et ils ont décidé d'envahir. Et ça, c'est seul Vladimir Poutine qui peut vous dire pourquoi il a envahi. Mais moi, je retiens que la Crimée, qui a été conquise et habitée majoritairement par les Russes, le Donetsk comme Lugansk également sont habités majoritairement par des Russes. La preuve, ils ne se sont pas opposés. Ils ne se sont pas opposés contrairement aux autres parties de l'Ukraine. Et l'Ukraine, il y a ce qu'on appelle l'Ukraine centrale, l'Ukraine occidentale, qui est dans l'Ukraine occidentale, l'église dominante, c'est l'église uniate. Or, dans l'Ukraine orientale, l'église dominante, c'est l'église orthodoxe. Et cette église orthodoxe est rattachée à l'église russe. Et n'oubliez pas que, en dehors de l'homo economicus, de l'homo politicus, il y a l'aspect religieux qui domine, en tout cas, les tenants de l'individu. L'individu, c'est un composé de facteurs religieux, de facteurs économiques et de facteurs politiques. Donc, par rapport à cette violation des accords de Minsk, qui pourrait être une justification de l'invasion, oui ou non, je ne sais pas. Mais je considère que dans la conception des Russes, et surtout en tenant compte de la protection des intérêts vitaux de la Russie dans son étranger proche, Vladimir Poutine et son administration pensent défendre les intérêts exclusifs de la Russie, mais surtout du monde russe. Encore une fois, en Crimée, il y a la minorité russe. À Lugansk, comme à Donetsk, il y a la minorité russe. Et ces derniers font partie du monde russe. Et dans la doctrine de Karaganov, il faut défendre les minorités russes partout où ils sont. Et ça me permet de passer à ce qu'on appelle, attention, il y a 3 philosophies dans la géopolitique russe que j'ai oublié de mentionner. Il y a ce qu'on appelle la doctrine État-nation. La doctrine État-nation. Pour la doctrine État-nation, théorisée par David Tertry dans la géopolitique de la Russie, l'État russe a 2 possibilités. Soit défendre les minorités russes en dehors de ses frontières, ou bien les faire revenir. Et cette doctrine fait allusion à ce qu'on appelle la doctrine des slavophiles. La doctrine des slavophiles. La deuxième doctrine renvoie à ce qu'on appelle comme à la Russie impériale. La Russie impériale, c'est comme l'Europe impériale, c'est comme les États-Unis impériaux. Maintenant, la Russie a la possibilité d'imposer sa volonté un peu partout à travers le monde. Comme l'Afrique a connu la colonisation, elle a été forcée aux colonies africaines.
Le résultat, nous le savons. Comment ces dernières ont fait pour se libérer? Naturellement, c'est à l'issue de grandes conquêtes. Donc, la Russie également, au nom du Rousski Mir également, entend à travers cette théorie de l'impérialisme aller imposer sa volonté compte tenu de ses intérêts nationaux. L'autre théorie, c'est quoi? C'est la théorie des pragmatiques. Pour la théorie des pragmatiques, il s'agit de faire la synthèse de ces deux-là afin de pouvoir préserver les intérêts russes. En des termes très simples, on parle de ce qu'on appelle la conception euro-atlantique. La conception euro-atlantique. Donc la conception euro-atlantique renvoie aux occidentalistes du 19e siècle. C'est la nouvelle conception. La deuxième conception, c'est la conception impérialiste qui épouse parfaitement bien le monde de lutte et de conflit dans lequel nous sommes, où seule la force prend le dessus sur le doigt. Surtout si on tient en compte la crise irakienne, la crise au Kosovo et par voie de conséquence la crise en Ukraine, qui n'est pas différente de ces différentes crises-là, où le droit international a été violé. Et dans la pensée géopolitique russe, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et entre autres. Donc voilà, je vous remercie pour ne pas trop monopoliser la parole et laisser à d'autres la possibilité d'intervenir. Merci beaucoup pour cette intervention, prof, encore. Bon, la question venait de Pape Abdoulaye Ndiaye. C'est la question qui a été posée par son téléphone Samsung. Bon, il y a d'autres questions sur le chat. Il y a une question venant de Daouda Touré. Pape Abdoulaye Ndiaye, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est sa question. C'est lui qui posait la question sur le Samsung, en fait. Ok. Oui, c'est Samsung. Ok. L'auteur, c'était Pape Abdoulaye. C'est bon. Maintenant, Daouda Touré a des questions. Daouda Touré? Touré, oui. Oui, c'est bon. Sa question est, dans le cadre du conflit actuel, Russie contre l'Ukraine, y a-t-il eu un accord? Y a-t-il eu un accord que l'Occident, principalement la Grande-Bretagne, a encouragé l'Ukraine à ne pas signer? Oui. C'est sa question. Et il y a d'autres questions aussi. Après Daouda Touré, il y a la question de Mohamed Souare. Quelle est la stratégie de la Russie pour renforcer son influence dans les régions telles que l'Europe, l'Asie centrale et surtout l'Afrique? Oui. Une question de Jean-Baptiste Diatta. Jean-Baptiste Diatta. Dans un monde marqué par des tensions croissantes entre les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, comment la Russie ajuste-t-elle sa politique étrangère pour faire face aux défis géopolitiques actuels? Et quelle stratégie privilégie-t-elle dans ces alliances? C'est une question de Jean-Baptiste Diatta. Une deuxième question de Mohamed Souare encore. Comment la Russie développe-t-elle des partenariats économiques alternatifs face aux sanctions occidentales? Bon, concernant Pape Abdoulaye Ndiaye, je le remercie au passage, le détenteur du téléphone Samsung. Daouda Touré, y a-t-il un accord que la Grande-Bretagne demande à l'Ukraine de ne pas signer? Bon, très sincèrement, nous sommes dans le domaine de la science. Je ne vois pas cet accord et par voie de conséquence, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Et cet accord-là, à ma connaissance, n'est pas encore disponible, puisque d'autant plus qu'ils sont en pourparlers. Il n'y a aucun accord encore officiel qui soit signé entre la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis au sujet du conflit russo-ukrainien. C'est ça ma réponse. Maintenant, concernant les deux questions de Mohamed Souare, que je salue au passage et remercie pour sa participation, quels sont les voies et moyens utilisés par la Russie pour asseoir son influence en Asie centrale, en Europe et en Afrique? Bon, on parle d'influence. La première influence que la Russie a, la Russie c'est une énergocratie. On parle de démocratie, le pouvoir du peuple. Mais la Russie également
avec ses possessions gazières et pétrolières, jouit d'une certaine influence forte relativement à ses relations avec l'Asie centrale, relativement à ses relations avec la Chine. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler que la Chine a signé un contrat gazier avec la Russie d'une valeur de 400 milliards de dollars sur une durée de 30 ans. Donc vous voyez que du point de vue du gaz, la Russie a une certaine influence économique sur l'économie chinoise. Même si en contrepartie, la Chine a une certaine influence financière. C'est ce qu'on appelle un mariage de raison. Et d'ailleurs, ça a été théorisé par Yevgeny Primakov dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie triangulaire. La Russie doit être à cheval entre la Chine et ce qu'on appelle le bloc euro-atlantique, c'est-à-dire le bloc européen et le bloc américain. C'est-à-dire pouvoir véritablement utiliser les deux versants que sont la Chine, l'Europe et les États-Unis pour véritablement faire profiter à son pays et à son économie. Donc, les ressources énergétiques sont utilisées pour asseoir l'influence. Naturellement, l'élément le plus pondérant dont on parle de plus en plus, c'est voilà, l'aspect médiatique avec RT et Sputnik. Mais je trouve qu'il y a un élément beaucoup plus important et fondamental que la Russie. Les gens ne le savent pas, mais je vous en informe que la Russie, c'est le deuxième pays au monde à accueillir le plus de migrants derrière les États-Unis. C'est le deuxième pays. Chaque année, au bas mot, la Russie accueille pas moins de 250 000 migrants étrangers. C'est le deuxième pays au monde. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le fait que les gens choisissent la Russie? Notamment les gens qui viennent de l'Asie centrale. Donc, c'est un autre moyen d'influence. Et d'ailleurs, il faut opposer cet aspect aux contestations qui sont constatées ici et là dans les pays africains, où à chaque fois, nos compatriotes sont victimes de rejet de leur visa, de leur demande de visa, et ils n'apprécient pas cela. Or, la Russie est en train de favoriser cette politique migratoire, mais dans une certaine mesure aussi, en tenant compte de ses intérêts. Puisque avec voilà, le vieillissement de sa population et le dépérissement de cette population, il faut vraiment compenser les pertes démographiques. Et pour compenser ces pertes démographiques, les États-Unis ont ce qu'on appelle la Green Card, et les Européens parlent de ce qu'on appelle l'immigration choisie. La Russie, naturellement, également, s'inscrit dans cette dynamique et ça peut être considéré comme étant un facteur d'influence. Quatrième facteur d'influence, c'est le fait que la Russie concourt à la formation des étudiants qui viennent principalement de l'Afrique et de l'Asie. La première université russe créée pour former les premiers cadres africains et les futurs cadres africains et les futurs cadres asiatiques n'est ni plus ni moins que l'université russe de Patrice Lumumba, qui a été baptisée dans le temps également comme étant l'université russe de l'amitié des peuples. Donc la Russie appuie sur ces leviers. Et il y a également l'aspect économique, je l'ai dit. La Russie participe beaucoup à soutenir certains régimes déliquescents de l'Afrique. Certains régimes déliquescents qui pourraient être même victimes du statut d'État failli. C'est le cas du Mali, qui est soutenu dans le cadre de sa coopération par la Russie. C'est le cas du Burkina, c'est le cas du Niger, c'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas de la Guinée-Conakry, c'est le cas du Sénégal, entre autres. Donc, voilà, la Russie utilise également ces accords de coopération militaire pour asseoir son influence, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle la vente des armes. Comment la Russie développe des partenariats alternatifs face voilà, aux sanctions occidentales? C'est la deuxième question de Mohamed Souaré. Je pense avoir répondu par ricochet à cette question en évoquant le cas de la Chine. Mais également l'Inde. L'Inde, il faut retenir que 70% de l'armement indien est composé essentiellement de la dotation soviéto-russe. Donc la Russie également utilise son industrie d'armement pour participer à ce qu'on appelle les nouvelles politiques alternatives. Donc l'industrie de défense russe. Et je vous en informe également que la Russie, selon voilà, Aurélien Duchesne, l'industrie de défense russe, avant la guerre ukrainienne, dans l'industrie de défense russe, on avait 1,5 million d'individus qui y travaillaient.
1,5 million à 2 millions. Maintenant, ils sont à 3,5 millions d'individus qui travaillent dans l'industrie de défense russe. Et ils représentent entre 10 à 20% des 74 millions qui font partie de ce qu'on appelle la population active russe. Ça veut tout simplement dire que la Russie est dans l'économie de défense. Et être dans l'économie de défense, dans l'économie de guerre. Et en étant dans l'économie de guerre, tous ces pays qui sont en conflit et qui ne sont pas d'accord avec l'Union européenne, qui ne sont pas d'accord avec les États-Unis, le plus souvent collaborent avec la Russie, que cela soit directement ou indirectement. C'est le cas des pays de l'AES, c'est le cas du Tchad, c'est le cas indirectement de la Guinée-Conakry, ou à travers ce qu'on appelle la compagnie Rusal. Cette compagnie aussi, j'ai eu la chance d'avoir fait mes études en Russie avec des étudiants qui ont été envoyés par cette compagnie. Donc la Russie utilise ses voies et moyens pour véritablement contourner les sanctions occidentales. Et d'ailleurs, il faut dire que beaucoup de pays africains ont préféré jouer la carte de la neutralité relativement à ces sanctions. Donc la Russie continue de commercer avec l'Afrique, la Russie continue de commercer avec l'Asie, la Russie continue d'être soutenue par ce qu'on appelle l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et indirectement par l'Inde. Donc voilà les mesures, pour ne pas dire les politiques économiques alternatives que la Russie a mises en œuvre pour pouvoir véritablement ne pas subir conséquemment les sanctions occidentales. Une autre chose que je voudrais évoquer, c'est que la Russie, à partir de 2014 à 2018, a travaillé sur l'indépendance de son économie. Et c'est des parties de ce qu'on appelle les cartes Visa, les cartes Mastercard, a créé sa propre carte internationale pour véritablement ne pas être victime de ces sanctions internationales. Et c'est la carte MIR. Donc, beaucoup de ressources financières ont été reversées dans cette carte, contrairement aux cartes Mastercard et Visa Card qui font partie de ce qu'on appelle les sanctions internationales. L'autre chose, c'est dans l'axe, il y a également ce qu'on appelle l'axe Iran, Chine, Russie. Ce axe également permet à la Russie de contourner les sanctions internationales. Pour preuve, l'Iran, la Russie produit 3,5 millions d'obus par année. 3,5 millions d'obus par année. Les États-Unis n'en produisent que 28 000. Au total, c'est moins 2 millions d'obus par année. Toute l'Union européenne produit 25 000 obus par année. Par mois. 25 000 obus. Si vous faites le calcul en 12 mois, c'est moins 2 millions d'obus. Et la Russie est à 3,5 millions d'obus. Au début de la crise russo-ukrainienne, la Corée du Nord, qui dans le cadre du contournement de ces sanctions-là, a bénéficié du soutien de la Corée du Nord à hauteur de 3 millions d'obus. L'Iran a mis à la disposition de la Russie 300 000 obus. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle des politiques de contournement qui permettent à la Russie de tenir militairement, économiquement et politiquement. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport aux deux questions de Mohamed Souaré, que je remercie encore. Maintenant, Jean-Baptiste Diatta, le monde tension, comment la Russie agit et privilégie sa stratégie. Mais bon, je pense que la question également trouve sa réponse dans les réponses précédentes. Jean-Baptiste Diatta également, que je salue et remercie au passage, il est du département d'histoire, étudiant en Master 2. Merci. Il y a une question de Ndongo Ndiaye, à savoir, Poutine est-il en train de regagner ce que la Russie a perdu en matière d'influence après la dislocation de l'URSS? Bon, c'est une question de Ndongo Ndiaye. Il y a une question de Elas Padan. Comment la Russie utilise-t-elle son influence énergétique, gaz, pétrole, comme outil géopolitique? Cette question a été répondue par le professeur, je pense que oui. Il a posé deux questions. Quel est l'effet de la guerre en Ukraine sur la trajectoire politique interne de la Russie? C'est toujours Elas Padan. Daouda Touré avait posé une question, je pense qu'on peut laisser la chance aux autres. C'est ça. Oui, Elas Ibrahima Sadio.
Quel rôle joue aujourd'hui l'Église orthodoxe russe sur la scène internationale? Quel rôle joue l'Église orthodoxe russe sur la scène internationale? Bon, on prend une question de Djaïna Touré. Comment la politique étrangère de la Russie, notamment son intervention en Ukraine et ses relations avec la Chine, influencent-elles l'équilibre des pouvoirs en Europe et en Asie? Bon, je vous remercie encore, Salut. Voilà, des efforts déjà consentis pour prendre bonne note des questions émanant de nos participants et participantes. Donc, Ndongo Ndiaye, il demande si Poutine est en train de concourir au retour de la puissance russe. Je pense l'avoir dit au début. Poutine a constaté, suite à l'effondrement, pour ne pas emprunter le terme de Georges Sakharov qui parle d'éboulement de la puissance russe. Ce que Poutine avait constaté à l'époque, c'est que la fin de l'URSS, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Mais son objectif, c'était de faire de la Russie un pays du XXIe siècle. Donc je voudrais tout simplement demander à Ndongo Ndiaye, compte tenu de la résistance que la Russie oppose à l'Union européenne, compte tenu de la résistance que la Russie oppose à l'administration politique américaine, force est de constater que la Russie a marqué son retour d'une manière forte. Tout compte fait, il faut partir de la guerre américano-irakienne de 2003, mais également de l'invasion du Kosovo, avec l'indifférence de la Russie à l'époque, pour comprendre qu'effectivement la Russie à l'époque n'avait pas les moyens de sa politique étrangère. Mais à partir de 2008, la Russie commence à dire non aux puissances étrangères. Et ceci s'explique par le fait que l'armée a été réorganisée, renforcée, équipée. Je l'ai tantôt dit, avec l'industrie de défense russe, où travaille entre 2 millions, 1,5 million, 2 millions au début de l'invasion et de la crise. Maintenant, ils sont 3,5 millions à travailler dans l'industrie de défense. Comment un pays qui n'est pas suffisamment fort peut se permettre de faire travailler entre 10 et 20% de sa population active dans l'industrie de la défense? L'autre chose, c'est quoi? C'est que Poutine, effectivement, en signant des contrats gaziers avec la Chine, à travers surtout les routes de la soie qui ont été initiées depuis 2013 par l'administration chinoise, il faut dire que la Russie et la Chine, surtout dans l'axe concernant l'Iran, Chine, Russie, il y a un rapprochement entre ces pays. Et n'oubliez pas que également la Chine fait partie du BRICS, où la Russie est pays membre. La Russie fait partie de ce qu'on appelle l'organisation de coopération Shanghai, initiée par la Chine. Et ils se donnent la volonté et surtout l'engagement de se défendre mutuellement en cas d'attaque d'une puissance étrangère à travers ce qu'on appelle l'OCS, l'organisation de la coopération Shanghai. Poutine a également réussi à mettre sur pied, en relation avec les dirigeants de son étranger proche, des structures d'intégration telles que l'Union économique eurasiatique, qui n'est rien d'autre, selon David Tertry, qu'une réponse à la politique de l'UE. Mais à côté de l'Union économique eurasiatique également, la Russie continue véritablement de collaborer à travers ce qu'on appelle le Conseil de sécurité avec la Chine. Et ça doit pousser également les étudiants, les chercheurs africains surtout à se poser la question comment les pays qui se disent des pays démocratiques acceptent de siéger au niveau du Conseil démocratique et du Conseil de sécurité avec des pays dits non démocratiques, mais plutôt pratiquant l'autoritarisme ou la dictature. Quand il s'agit maintenant de régler des questions sur lesquelles ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il y a un choc d'intérêt, maintenant ce sont des questions idéologiques qui prennent le dessus et Poutine l'a compris. C'est pour cela, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas préféré véritablement se focaliser trop sur l'idéologie, mais sur une
nouvelle méthodologie. Et la méthodologie, c'était quoi? Les États-Unis n'ont jamais cru, n'ont jamais pensé que la Chine allait se rapprocher de la Russie. C'est la surprise générale de ce 21e siècle. Que les États-Unis se livraient à une bataille avec la Chine. Et ils ne pensaient pas également qu'il y aurait un conflit majeur entre eux par l'intermédiaire effectivement de l'Union européenne au 21e siècle. Maintenant, Elhaj Padan demande comment la Russie utilise l'influence énergétique. Elhaj Padan, que je salue également au passage, un de nos étudiants. L'effet de la guerre. Donc, je pense avoir répondu à cette question. Elhaj, je te remercie vraiment de l'avoir posé et surtout d'avoir pris ton temps pour suivre ce séminaire. Elhaj Ibrahim Sadio demande le rôle de l'Église orthodoxe russe dans la politique internationale russe. Mais bon, comment dirais-je? Je l'ai dit en évoquant surtout l'ouvrage d'Emmanuel Todt, La défaite de l'Occident. Donc dans cet ouvrage, l'Église orthodoxe rejette ce qu'on appelle le mariage homosexuel et promeut ce qu'on appelle le mariage hétérogène. Et en ce sens, l'Église orthodoxe est soutenue par ce qu'on appelle l'administration poutinienne. Autre chose, c'est quoi? Il faut retenir que la Russie pense être un pays salvateur de l'humanité, puisque la Russie considère que depuis 1453, c'est elle qui acquiert, c'est elle qui, comment dirais-je là, c'est elle qui a hérité de ce qu'on appelle l'héritage éthéré de l'Église romaine, puisque après la chute de Rome, après la chute de Constantinople, les Russes pensent dans leur idéologie que Moscou est la troisième Rome et qu'il n'y aura pas de quatrième Rome. Ça veut dire que Moscou ne citera pas. Moscou est appelé à être une puissance et continuera de l'être. Et ça me permet de revenir un peu sur cette philosophie qui date du XVIIIe siècle avec Samader Javier, Pravoslavie, Narodnost. Donc l'autocratie, l'orthodoxie et le nationalisme. Ces trois concepts sont également à retenir, puisque le troisième concept renvoie exactement à la question de Elhaj Ibrahima Sadio concernant le rôle de l'Église. C'est le deuxième concept dans le cadre de la philosophie russe depuis le XVIIIe siècle. Et l'Église russe, à côté de ce qu'on appelle le pouvoir temporel, l'Église incarnant ce qu'on appelle le pouvoir spirituel. Donc ces deux pouvoirs sont en train de collaborer pour véritablement asseoir la domination de la Russie dans le cadre de sa politique internationale et en relation avec toutes les églises orthodoxes. Dieynaba Touré, comment la politique étrangère de la Russie, notamment contribue ou favorise-t-elle l'équilibre des pouvoirs en Europe ou déstabilise? Donc Dieynaba Touré, c'est une de nos étudiantes qui est en France en train de poursuivre ses études là-bas, à qui je souhaite également plein succès dans le cadre de ces dernières. Elle lui dit merci d'avoir accepté de participer à notre séminaire d'aujourd'hui. Bon, comment la politique étrangère de la Russie contribue-t-elle à l'équilibre ou au déséquilibre? Moi, je dirais au déséquilibre. Ce qu'il faut surtout comprendre dans cette crise ukrainienne, cette crise ukrainienne a l'intérêt de pousser l'Union européenne vers les États-Unis. Donc de faire quoi? De renforcer la dépendance de l'Union européenne des États-Unis. Or, l'Union européenne, dans sa philosophie fondamentale, se voulait étant un pôle de pouvoir. Combat que l'administration Poutine mène dans le cadre de ce qu'on appelle la multipolarité. C'est comme l'Afrique également. L'Inde, la Chine, la Russie, l'Union européenne voulait véritablement favoriser ce qu'on appelle un monde multipolaire. Un monde dans lequel il y a plusieurs centres de pouvoir, où ce ne sont plus les États-Unis ou l'Union européenne qui vont dominer et régenter les relations internationales. Mais il s'agira de la communauté internationale dans son fondement et en tant que tel qui décidera de bonne intelligence de la marche du monde en tenant compte surtout de la centralité du droit international. Mais de nos jours, nous pouvons constater, en invoquant naturellement la crise irakienne, la crise géorgienne, la crise ukrainienne, la situation libyenne, la situation dans le Nord Mali, la situation au Niger,
la situation au Burkina pour constater que nous sommes dans un monde cataclysmique. Et dans ce monde cataclysmique, le plus souvent, c'est cette opposition entre la Russie et l'Union européenne, entre la Russie et les États-Unis, qui est à l'origine de ces tensions qui existent dans ces zones périphériques. Mais on a également oublié d'évoquer le cas de la crise syrienne. Donc, Dieynaba Touré, je pense qu'avec les sanctions, l'Union européenne qui dépendait du point de vue de ses approvisionnements énergétiques de 40% des approvisionnements gaziers russes, se trouve aujourd'hui dans une situation préoccupante, en ce sens qu'elle dépend pour l'essentiel de l'Afrique, mais surtout des États-Unis. Mais c'est à voir si à terme cela arrange l'Union européenne. Et par voie de conséquence, je te dis merci. Et voilà ce que j'avais à dire par rapport à ta question. Et je dis que l'Union européenne, actuellement, traverse des convulsions, puisque nous l'avons vu avec le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bon, c'est l'un des dirigeants le plus malheureux. Hein. Je suis désolé de le dire, mais on est amené à constater que voilà, il a perdu la légitimité politique dans son propre pays, même s'il est à l'avant-garde de ce qu'on appelle voilà, les attaques relativement à la politique de l'administration poutinienne. Mais la Russie aussi a intérêt, à tenir compte des, voilà, des préoccupations des Ukrainiens en tant qu'État indépendant. Mais retenez ceci, l'équilibre européen n'existera que quand il existe un équilibre dans ce qu'on appelle l'étranger proche. Et la Russie craint qu'avec le départ de l'Ukraine, qu'on assiste au départ programmé de la Biélorussie et départ programmé des autres pays de l'Asie centrale dans l'Union européenne. Et la Russie terminera naturellement par être encerclée. Et ceci ne rentre pas dans la perspective de ce qu'on appelle l'équilibre de l'Union européenne présente et ultérieure. Je vous remercie, Dieynaba. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on arrive à la fin du séminaire. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous vos étudiants, vraiment de leur participation aussi, des remerciements qu'ils vont faire à votre endroit aussi, à la participation sur le chat. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir pour animer ce séminaire. Au nom de l'ASPAD, on vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous entretenir de manière aussi riche et généreuse ce séminaire. Bon, prof, votre dernier mot, comme ça, en attendant que Fat Bintou réagisse. Donc, salut, je voudrais vraiment te remercier singulièrement de l'intérêt que tu as porté quand même à mon intervention, à ma participation à vos séminaires. Tu as tout fait, hein, tu as insisté de gauche à droite, vraiment. Tu n'as cessé quand même de me supplier pour venir vraiment partager le peu de connaissances dont je disposais dans le cadre des séminaires que vous organisez. Donc je tiens très particulièrement à te remercier pour les efforts consentis et je témoigne de ton respect, de ta disponibilité, mais surtout de ta volonté d'aller de loin dans le cadre de tes recherches. Et je t'en souhaite véritablement plein succès. Et au passage, je remercie votre directrice, la professeure Mapenda Ba, de la collaboration, mais surtout de l'initiative qu'elle a pour parler des questions actuelles, non seulement pour elle, mais pour son pays, pour l'Afrique et pour le monde. C'est très important d'animer ces genres de séminaires qui concourent à éclairer la lanterne de ceux qui en ont besoin, pour ne pas dire des moyens sachants. Je remercie également votre référente Fatou Bintou Niang, qui ont pris un peu de leur temps pour nous suivre. Je dis merci pour votre disponibilité et merci pour l'intérêt que vous avez vraiment accordé à ce séminaire. Et sur ce, je voudrais vraiment terminer pour dire à nos étudiants, étudiantes, aux participants,
de parler de plus en plus de ces questions qui intéressent l'Afrique et qui, naturellement, sans elles, ne pourront pas aider nos dirigeants, mais nos pays à sortir des situations de convulsions dans lesquelles ils se trouvent. Donc sur ce, salut, je te dis merci et à la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. D'accord, merci beaucoup, professeur. Et j'insiste aussi que prof, il est vraiment accessible. À tout moment, je l'interpelle, il réagit, il est réactif vraiment. Aussi, ça, c'est pas facile d'avoir ça bon, à tous les intervenants. En tout cas, merci. Et je pense que la collaboration va continuer. Merci beaucoup à tout le monde et on se donne rendez-vous prochaine fois. Merci.